Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre bien évidemment avec l'équipe de France qui a fait forte impression contre l'Ukraine hier soir. Une victoire 2-0 et un bilan positif dans l'ensemble. C'est Michael Olise qui est mis en lumière sur la une de l'équipe ce matin. Le chant d'Olise, placarde le journal. Le milieu offensif a brillé lors de la victoire de sa sélection. Il confirme son statut de meneur de jeu moderne. Auteur de l'ouverture du score et véritable chef d'orchestre offensif, il a impressionné par sa justesse technique, ses déplacements intelligents et sa capacité à fluidifier le jeu. Didier Deschamps a salué son rôle de lion essentiel, capable d'alterner entre l'axe et le côté droit. Avec une première mi-temps quasi parfaite, Olise a montré qu'il savait à la fois marquer, créer et accélérer le tempo. Moins en vue après la pause, il est néanmoins à l'origine des actions décisives, dont celle du but de Mbappé. La réussite de Deschamps, c'est d'avoir mis Olise en numéro 10 dans son 4-2-3-1. Le match a été apprécié, comme l'équipe qui titre dans ses pages intérieures du beau, des buts, ou encore le Parisien avec les Bleus, c'est du sérieux. En effet, la première période a été très prometteuse avec une équipe de France emballante. Un pressing remarquable a permis à la France de se créer des occasions dangereuses. Tchouaméni et Koné ont été solides. Le joueur du Real Madrid a d'ailleurs réalisé des passes lumineuses vers l'avant, notamment une qui a permis à Mbappé d'inscrire son 51e but. Ce qui a fait beaucoup réagir, c'est la blessure d'Ousmane Dembélé. Il s'est blessé à la cuisse après être rentré à la pause, contraint de sortir une demi-heure plus tard. Déjà diminué avec le rassemblement, son cas provoque la colère du PSG, qui affirme avoir alerté la FFF du risque de rechute. Didier Deschamps, lui, a défendu son choix en assurant que l'ailier était apte à jouer. Cette blessure, qui prive Dembélé d'une vitrine avant le Ballon d'Or, pourrait s'éloigner de la Ligue des Champions et du classique contre l'OM. À Paris, l'agacement est d'autant plus fort que plusieurs cadres sont déjà touchés en ce début de saison. Dans le Parisien, on décrit même un PSG furieux contre Deschamps. Étant donné son état de fatigue, il y avait un haut risque de blessure, une gestion dite irrespectueuse. C'est complètement fou de l'avoir fait jouer. Glissons dans les couloirs du club de la capitale. On voit Dembélé quitter le stade tête basse, il quitte les Bleus et il retourne à Paris. Dans l'actu en France, il y a aussi Franck Bacourt et Joseph Ougourlian qui ont lancé une attaque frontale contre la LFP et son président Vincent Labrune, dénonçant une gestion jugée catastrophique, notamment après l'échec des droits télé et l'accord raté avec DAZN. Il pointe une absence de responsabilité et un manque de représentativité des clubs, soutenus en coulisses par d'autres écuries de Ligue 1 et Ligue 2. Labrune de son côté balaie les critiques et défend ses réussites récentes, comme le lancement de Ligue 1+. Mais l'influence du PSG et de son président, jugée trop forte, cristallise les tensions, surtout depuis la nomination de Victoriano Melero à la tête de Futuni. On part en Espagne avec la sélection la plus fiable du monde, comme le titre marqua. L'Espagne enchaîne les succès et reste invaincue depuis 26 matchs officiels, approchant le record historique de 29 rencontres sans défaite établi sous Del Bosque. La dernière véritable défaite remonte à mars 2023 en Écosse, au début du mandat de Luis de la Fuente. Cette solidité place l'Aurora comme la sélection la plus fiable du moment, loin devant l'Argentine ou le Portugal, qui connaissent des revers plus récents. Prochain test crucial, un déplacement périlleux en Turquie qui pourrait décider de la première place du groupe avant un choc final à Séville. En attendant au Barça, on est en quête d'un nouveau leader. Le départ d'Inigo Martinez, parti Al Nasser, laisse un grand vide dans le vestiaire catalan. Plus qu'un défenseur, l'Espagnol incarnait un véritable leader, capable de guider ses coéquipiers sur le terrain comme en dehors, grâce à son expérience et son autorité naturelle. Son absence se fait déjà sentir dans une équipe jeune, en quête de repères et de voix fortes pour maintenir la cohésion. Le club espère désormais qu'un cadre comme Ter Stegen, Rafinha, Aroro ou Lewandowski prendra le relais et assumera ce rôle de guide indispensable. Le départ d'Inigo Martinez se traduit aussi par la perte d'un élément majeur au poste de défenseur sur le terrain. Et le Barça suit de près l'avenir de ses défenseurs centraux, notamment Christensen et Aroro, dont la continuité reste incertaine. Deco analyse le marché pour anticiper d'éventuelles recrues gauchères, un profil actuellement manquant au club. Gonzalo Ignacio est la piste la plus notable, tandis que Murillo, Benedetti, Gueye et Lucas Beraldo sont également surveillés. Eric Garcia et Gérard Martin apportent des solutions internes, mais la direction veut sécuriser l'axe central pour l'avenir. L'objectif est de combler le vide laissé par Inigo et d'assurer un encadrement solide du vestiaire et de la défense. En attendant, au sein du vestiaire, il y a l'opération Marc Bernal, comme le Relay Sport. Victime d'une grave blessure il y a plus d'un an, il est de retour au Barça avec une condition physique et un mental renforcé grâce à un programme intensif de rééducation. Le club le protège et valorise sa fidélité avec un renouvellement de contrat imminent et son inscription dans la première équipe. Il portera le numéro 22. Flick supervise son retour progressif à l'image du plan suivi pour Gavi après sa blessure pour qu'il complète le rôle de pivot aux côtés de Frenkie de Jong. Son retour compétitif pourrait intervenir dès le match contre Valence. Le Barça compte sur lui comme une pièce centrale pour les 10 à 15 prochaines années. Toujours côté Barça, mais en dehors du vestiaire, Rafinha a exprimé son indignation après un incident à Disneyland Paris et a indiqué que le personnel avait ignoré son fils. Dans un post publié sur Instagram, Rafinha a partagé sa déception et laisse entendre que ce comportement pouvait avoir des motivations raciales. Vous êtes censé rendre les enfants heureux, pas les snobber. Je préfère dire que c'était du snobisme pour ne rien dire d'autre. Vous êtes une honte. Pourquoi avoir dans les bras tous les enfants blancs et pas mon fils ? Il voulait juste un chèque et un câlin. Heureusement, il ne comprend pas.
Cet employé est une honte, on ne traite pas un enfant comme ça. On reste en Espagne avec de l'actu madrilène. Xabi Alonso prépare son plan B pour gérer l'intense calendrier du Real Madrid jusqu'au Classico du 26 octobre. Après avoir surtout utilisé un noyau d'une quinzaine de joueurs, il compte désormais ouvrir la rotation à des éléments comme Ceballos, Fran Garcia, Alaba, Gonzalo Garcia, Asensio et même Rodrigo qui a eu un rôle limité jusqu'ici. Avec 12 matchs en seulement 44 jours, l'entraîneur juge indispensable de ménager ses cadres et d'impliquer davantage son effectif complet. Les absences de Bellingham, Hendrik, Camavinga et Mendy devraient aussi redistribuer les cartes. Le message est clair, tout le monde aura sa chance dans cette phase cruciale. En parallèle, le Real Madrid lance une véritable révolution médicale en intégrant l'intelligence artificielle dans la prévention des blessures musculaires. Après les nombreux pépins physiques subis ces dernières saisons, le club a mis en place un système capable de détecter des signaux faibles avant même qu'une blessure ne survienne. L'intelligence artificielle analyse désormais des données inédites comme le BIA sectoriel qui révèle fatigue et micro-lésions invisibles, mais aussi la métabolimique qui étudie les traces chimiques laissées dans le corps après l'effort. En combinant ces informations aux outils classiques, c'est-à-dire GPS, fréquence cardiaque, etc., les médecins peuvent anticiper les risques et ajuster les charges de travail de chaque joueur. Ce projet, pensé pour l'ensemble du club, place encore une fois Madrid à l'avant-garde mondiale avec un objectif clair, protéger ses stars pour maximiser les chances de titre. Thomas Tuchel a prévenu que l'Angleterre prendrait très au sérieux son match de qualification face à Andorre, malgré le statut modeste de l'adversaire. Le sélectionneur a confirmé qu'Harry Kane mènerait l'attaque et qu'aucune star ne serait laissée au repos. Il rappelle que son équipe avait déjà souffert pour s'imposer 1-0 contre Andorre en juin dernier. Comparant leurs adversaires à un chewing-gum, Tuchel a insisté sur leur discipline défensive et la nécessité de jouer avec intensité pour les faire céder. Il a également cité l'exemple de l'Allemagne, battue par la Slovaquie, comme avertissement contre tout excès de confiance. Pour lui, l'Angleterre doit aborder ses deux prochains matchs avec sérieux afin de consolider sa première place dans le groupe. De son côté, le Daily Mail s'interroge, est-ce que cet homme est le plus puissant du camp anglais? Mark Bellingham, père de Jude et Job, est devenu une figure incontournable mais controversée du football anglais. Protecteur et influent, il gère la carrière de ses fils avec fermeté, mais son attitude, souvent jugée hostile envers dirigeants et médias, suscite des tensions. La fédération anglaise, consciente du poids commercial et sportif de Jude, hésite à lui imposer les mêmes obligations médiatiques que ses coéquipiers, de peur de froisser son père. Cet ascendant crée un malaise au sein du groupe, certains joueurs questionnent ce traitement de faveur. L'incident récent avec Thomas Tuchel, qui a maladroitement qualifié l'attitude de Jude Bellingham de répugnante, a encore renforcé l'intransigeance du clan Bellingham. On termine cette revue de presse avec l'Italie qui a dominé l'Estonie 5-0 lors de son dernier match de qualification avec des buts de Retegui. Moiskin, Raspadori montrent une attaque intense dès les premières minutes. Le tandem d'avant-centre de Gattuso a parfaitement fonctionné, illustrant la capacité de l'équipe à presser, créer des occasions et marquer avec régularité. Retegui s'est distingué par ses courses et son pressing incessant, symbolisant l'énergie et la détermination des Azzurri. L'Italie a ainsi amélioré sa différence de but et consolidé sa confiance en vue des prochains matchs, notamment contre Israël. La performance a mis en lumière un collectif discipliné, rapide dans la circulation du ballon et déterminé à maintenir la pression jusqu'au coup de sifflet final. De leur côté, c'est pas la joue en Allemagne. La sélection a subi sa première défaite historique à l'extérieur lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde, s'inclinant 2-0 en Slovaquie, marquant ainsi son troisième revers consécutif. Nagelsmann a critiqué l'attitude de ses joueurs, estimant qu'ils ont joué avec le frein à main et manqué d'envie malgré le talent. La défense allemande, notamment des joueurs inexpérimentés et certains vétérans, a été particulièrement fragile, tandis que l'absence de Musiala a pesé en attaque. Ce revers a provoqué une vague de critiques médiatiques et remet en question la solidité tactique de l'équipe. L'Allemagne doit se ressaisir face à l'Irlande du Nord pour maintenir ses chances de qualification. Rudiger a d'ailleurs pris la parole. Nous devons maintenant agir en équipe. À part nous-mêmes, personne ne peut aider. Cela ne se fait qu'ensemble et avec cohésion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité et on se retrouve demain